Pour introduire la rencontre de ce soir, pour exprimer ma pensée, mais surtout pour vous la communiquer, j'ai dû choisir mes mots parmi les 20 000 qui constituent mon vocabulaire. Réfléchir à ma syntaxe, à mon ton, pour au mieux vous transmettre les émotions que je veux avec vous partager, l'enthousiasme et la convivialité. Bref, j'ai dû réfléchir à mon langage, à ce qui, si l'on s'en tient aux définitions des dictionnaires, fait notre humanité. Or, le langage, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais pour les animaux. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir 2 éthologues, Alban Lemasson et Maëlle Leroux. Alban Lemasson, vous êtes professeur à l'Université de Rennes. Vous étudiez la communication vocale et la vie sociale chez les mammifères, principalement chez les primates. Vous avez reçu de nombreuses récompenses pour vos travaux, notamment la médaille de bronze du CNRS en 2013. Maëlle Leroux, vous vous intéressez à l'évolution du langage. Vous êtes rendu de nombreuses fois en Ouganda pour étudier les populations de chimpanzés. Et vous êtes également titulaire d'un post-doctorat en linguistique à l'ENS de Paris. Ensemble, vous avez écrit le livre Quand les animaux prennent la parole, qui est paru aux éditions Apogée et que je vous recommande. C'est vraiment un livre passionnant qui s'écoute tout autant qu'il se lit, avec notamment pas mal d'extraits et d'enregistrements. Donc pour commencer la conférence, on va commencer par vous poser des questions sur votre rôle en tant qu'éthologue et votre travail sur le terrain. Ensuite, on se penchera sur les a priori que vous tentez de réviser sur le langage des animaux. Et enfin, on terminera par se questionner sur le lien entre l'éthologie et la protection de l'environnement. Pour poser toutes ces questions, on peut compter sur Mathilde, Olga et Maëlle, mais aussi sur vous, cher public, Homo sapiens qui parle et débattent depuis l'éternité. Comme nous voulons ce soir donner la parole aux animaux, c'est eux que nous allons entendre en premier avec 2 extraits. Le premier extrait de l'oiseau lyre, qui est un oiseau qui imite des sons pour parfaire sa parade nuptiale. Et le deuxième extrait qui sera donc une baleine boréale qui change son son chaque année. Bonsoir Maëlle, bonsoir Alban. Bonsoir. Par le passé, il aurait paru totalement incongru de se rendre dans le monde sauvage pour observer le comportement des animaux. Par exemple, Buffon a rarement quitté son bureau de Montbard pour rédiger les volumes de son histoire naturelle. Darwin a bien sûr observé les animaux lors des escales du Beagle. Mais la science du comportement animalier, qui se développe au début du XXe siècle, notamment avec le mouvement behavioriste, continue de regarder l'animal en milieu clos, hors de son milieu de vie. La démarche de l'éthologie, née avant la Seconde Guerre mondiale, inverse complètement les choses. Les scientifiques vont là vers les animaux et tentent de s'intégrer à leur milieu pour réduire les biais liés à leur observation. Pour débuter notre échange, voulez-vous revenir sur la spécificité de votre discipline ? Quels sont les principaux scientifiques qui vous ont inspiré dans vos sujets de recherche et dans les méthodes que vous appliquez sur le terrain ? Y en a-t-il, parmi ceux affichés à l'écran, qui ont particulièrement influencé votre vocation et dont vous poursuivez les travaux ? Je vais commencer. Tu commences. L'éthologie, en fait, elle est née un peu plus tôt que ça, à la fin du 19e siècle, avec Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, un zoologiste français qui a proposé ce mot, qui vient du grec « ethos » qui veut dire « mœurs », et logos, discours. Donc c'est l'étude des mœurs des animaux. Mais elle a en effet acquis ses lettres de noblesse dans les années 50, 60, avec notamment 3 pères fondateurs de l'éthologie moderne. Konrad Lorenz, qui je crois est derrière,
vous avez aussi Nicolas Steenbergen et Karl von Frisch, qui ont fait des découvertes majeures, qui ont beaucoup inspiré la science de manière générale. Par exemple, Konrad Lorenz a travaillé sur l'empreinte, le fait qu'un jeune poussin ou un jeune caneton qui perd sa mère va en 24-48 heures développer un lien d'attachement très fort avec un substitut maternel. Et ses premières découvertes en éthologie dans ce domaine de l'empreinte chez l'oiseau ont beaucoup inspiré ensuite la psychologie et les développements des concepts d'attachement chez l'humain, par exemple. Et ces trois personnes, alors Karl von Frisch, lui, il est connu pour la communication par la danse des abeilles, qui est une communication très complexe. Une abeille peut, en dansant sous une forme de 8, communiquer sur l'endroit où se trouve une plante, où elle l'a vue par rapport à l'orientation du soleil, à quelle distance et quelle était la qualité de cette plante. Et ces trois personnes ont obtenu le prix Nobel en 1973, et c'est là que l'éthologie moderne est réellement née. Et du coup, je sais pas si on m'entend. On va dire que oui. Et du coup, une des personnes qui nous a inspiré, en tout cas moi qui a beaucoup inspiré mes travaux et aussi présente derrière évidemment, c'est Jane Goodall, qui est malheureusement décédée l'année dernière. Et pourquoi elle a inspiré nos travaux? Parce qu'en fait, vous allez voir au cours de cette conférence différents aspects de la communication animale et le rapport que ça peut avoir ou non avec le langage humain. Et en fait, Jane Goodall, qui a été une des pionnières à documenter de manière un peu exhaustive en fait le comportement des chimpanzés et l'éthologie des chimpanzés, s'est beaucoup attardée aussi sur ces questions de communication. Et en fait, Jane Goodall, elle a fait une thèse, elle a fait des années et des années d'observations sur le terrain. Elle a fini par transformer ses observations en un travail de doctorat, en gros. Et elle a rédigé une thèse, un monographe qui fait je sais pas combien de centaines de pages, qui est très, très gros, qui est dans mon bureau. Et en fait, ce qui est assez rigolo aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les recherches qu'on mène aujourd'hui et les découvertes, entre guillemets, les résultats qu'on obtient aujourd'hui, c'est des choses que Jane Goodall avait pressenties dans les années 60 déjà. Donc, on parlera de syntaxe ensemble, on va parler de communication intentionnelle, de sémantique, de sens. Et en fait, si on lit le travail de Jane Goodall, ça fait du coup 60 ans qu'on a déjà en fait ces travaux-là, ces données-là avec des sentiments, des intuitions de Jane Goodall qui décrivaient déjà ces phénomènes de syntaxe en fait, par exemple chez les chimpanzés. Et du coup, évidemment, c'est une grande source d'inspiration puisqu'on a juste à lire son bouquin et ensuite à essayer de démontrer de manière scientifique, empirique, ce qu'elle avait déjà décrit il y a 60 ans. Merci. Pour observer la manière dont les primates se communiquent la nature du danger qui les guette et se disent si la menace vient du ciel, un aigle par exemple, ou du sol avec un tigre par exemple, vous diffusez les cris de ces prédateurs et utilisez des leurres en papier mâché pour les représenter. Avez-vous des difficultés particulières pour la réalisation ou la mise en place de ces outils? Est-ce que vous auriez une petite anecdote à ce sujet? Et d'autres outils existent-ils pour mener à bien vos expériences? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éthologie, ça fait partie de la biologie. Ça utilise des méthodes quantitatives, sauf que nous, on ne va pas quantifier des litres ou des grammes, on va quantifier des comportements. Donc, la première étape pour nous extrêmement importante, c'est de décrire la diversité des comportements d'une espèce et ensuite d'aller les quantifier au travers d'observations spontanées, des émissions spontanées de leur comportement. Et heureusement pour nous et pour nos étudiants, des attaques de prédateurs, on n'en a pas tous les jours parce qu'on pourrait aussi être en danger nous-mêmes. Et donc, on manque de pouvoir statistique si on se contente simplement des observations pour confirmer nos hypothèses. Et donc, on a recours à l'expérimental pour essayer de valider certaines hypothèses qu'on a sorties de nos observations. Et ce à quoi vous faites référence, ce sont
la valeur sémantique, le sens associé au cri d'alarme des singes, où on a réussi à montrer que des cris d'alarme encodaient la nature du danger. Ce qui est extrêmement important pour un animal arboricole, c'est de savoir si le danger vient du haut ou du bas, parce que lui doit, pour fuir, prendre la décision de monter ou de descendre. Donc, encoder la nature du prédateur, sa stratégie d'attaque, va lui sauver la vie. Et donc, pour vérifier ça, on vient avec nos propres prédateurs factices, avec les moyens qu'on a en recherche en France, c'est-à-dire du papier mâché. Et quand on est riche, on a une imprimante 3D. Ça veut pas dire que c'est plus facile, mais... Et donc, on fabrique des prédateurs aussi vraisemblables que possible. Et on regarde si les singes réagissent comme on suppose qu'ils vont le faire avec les bons cris d'alarme. Donc, on a fabriqué ce genre de prédateurs terrestres et de prédateurs aériens. Et en fait, on a pu confirmer, on le verra tout à l'heure, l'existence de sémantique chez l'animal. Et juste pour compléter, en fait, et pour vous donner un peu des anecdotes, la majorité des recherches qu'on fait, comme dit Alban, c'est avant tout de l'observationnel. Et comme vous l'avez introduit, c'est on essaie d'être au plus proche du milieu écologique de l'animal. Donc, avec les primates, on n'a pas le choix, on se déplace. Et donc, on va bosser beaucoup. Alban, il a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, par exemple, au Kenya. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Ouganda. Donc, on se déplace dans leur environnement et on essaie d'observer le comportement de ces primates dans leur environnement naturel. Et donc, ici, évidemment, l'objet, c'est leur comportement communicatif. Donc, on étudie comment ils communiquent. Et pour atteindre ces événements rares, on utilise ces leurres et ces expériences de repasse. Donc, les leurres, c'est pour confirmer que lorsqu'il y a ce type de prédateur précis, on obtient vraiment ce type de cri précis. Et donc, Alban parlait de papier mâché. Il y a aussi l'imprimante 3D quand on est riche. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins galère. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, on va faire nos petits trucs avec les moyens du bord. Mais peindre, par exemple, nous, ce qu'on a pu faire avec les chimpanzés en Ouganda, c'est imprimer une vipère en 3D. Mais l'impression, elle est blanche. Donc, c'est pas hyper réaliste comme modèle. Donc, après, il faut peindre. Mais alors, je vous invite à googler là sur vos téléphones à quoi ressemble une vipère du Gabon. C'est galère à peindre. Donc, c'est des heures et des heures et des heures de travaux manuels. Or, on n'est pas éthologue pour nos qualités d'artiste. Donc, je vous laisse imaginer. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est des expériences de repas que vous avez via le haut-parleur que vous avez mis là. Où là, plutôt que de présenter un prédateur et voir comment l'animal réagit, comment il communique, on va faire l'inverse. On va utiliser les cris des animaux. Donc, par exemple, les cris des chimpanzés, on va les enregistrer avec un enregistreur qu'on voit à droite, là. Et avec ces enregistrements, on va diffuser par haut-parleur les propres cris des animaux, voir comment ils réagissent. Donc, est-ce que s'ils entendent ce cri associé au léopard, par exemple, est-ce qu'ils comprennent que c'est un prédateur terrestre? Donc, est-ce qu'ils montent vers les arbres, juste en entendant le cri? Et là aussi, il y a des petits couacs et des petites difficultés associées à ça parce que, par exemple, quand on étudie des animaux comme les chimpanzés ou comme des primates qui sont assez grands, on peut pas utiliser notre petite JBL ou notre Bose comme ça. Il faut des haut-parleurs qui puissent diffuser des sons qui sont réalistes. Donc, avec une taille qui permette de diffuser, par exemple, des fréquences basses puissantes. Donc, ça nécessite un haut-parleur assez gros. Donc là, vous avez mis un type de haut-parleur qui fait 14 kilos, plus tout le reste de l'équipement et tout ça, c'est 20 kilos qu'on a sur le dos en forêt tropicale pendant 20 kilomètres à suivre des chimpanzés. Donc, on perd beaucoup de poids. Ou alors on envoie les étudiants. Oui, voilà. Puis de toute façon, on récupère bien avec le riz et les haricots qu'on mange après. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, après avoir abordé les outils et les méthodes d'observation que vous faites sur le terrain, nous aimerions parler un peu plus de votre duo et de son fonctionnement. Donc,
En effet, il se trouve que les scientifiques, Lorenz, dont nous avons parlé, et Timbergen, qui sont considérés comme les précurseurs de l'éthologie, travaillaient également en binôme. D'un côté, on avait Lorenz qui était plutôt audacieux, intuitif dans ses expériences, C'est moi. et de l'autre, on avait Timbergen qui était très méticuleux dans l'analyse des données et donc qui travaillait plutôt sur la partie théorique. Donc en bref, ils se complétaient plutôt bien à leur manière. Et donc on s'est demandé comment fonctionnait votre propre duo. En fait, alors, c'est un duo qui est récent, hein. Maël, c'est mon frère. Maël est encore très jeune. Il découvre encore beaucoup de choses. Mais c'est un duo qui marche bien pour une raison très simple, qui est que on s'intéresse au langage humain. On a tous les deux une formation d'éthologiste, mais ce que moi je n'ai pas, c'est que Maël a complété sa formation par des connaissances en linguistique. Et on arrive à marier nos approches pour essayer de croiser à la fois des méthodes éthologiques et des méthodologies de linguistique que l'on applique à l'animal. Et c'est là que le duo, il est efficace et original, en fait. L'autre particularité, c'est que moi, alors, on est tous les deux primatologues, ce qui est dans le livre, on ne parle pas que de singes, donc on s'est beaucoup inspiré de la recherche des collègues pour ce qui est du non-primate. Mais moi, je suis un peu plus spécialisé dans les singes plus éloignés de l'humain sur le plan phylogénétique. Et Maël est plus spécialisé de ce qu'on appelle les grands singes, les chimpanzés, les gorilles, les bonobos, qui sont proches de l'humain. Et comme on a des questionnements sur l'évolution, d'avoir des connaissances sur des espèces proches de l'humain et des espèces éloignées de l'humain, ça nous permet d'avoir cette reconstruction évolutive dans notre raisonnement. Et il y a un dernier point qui est très complémentaire dans nos deux approches, c'est que en linguistique, il y a 3 piliers dans la linguistique, comme on va peut-être en discuter tout à l'heure. Il y a la sémantique, le sens de nos mots, la pragmatique, le sens que ces mots prennent en contexte. Donc si je dis je vais me lever, ça veut pas dire la même chose si je le dis ici que si je le dis, je sais pas moi, dans la voiture, parce qu'il va falloir que vous arrêtiez la voiture avant que je me lève, etc. Et la syntaxe, c'est le 3e pilier, la manière qu'on a de combiner ces mots ensemble pour créer du nouveau sens. Et donc, Alban est le focus principal sur ses recherches, c'est la syntaxe et surtout la pragmatique ces dernières années. Moi, je fais beaucoup de syntaxe. Et on a une 3e collègue qui arrive qui fait de la sémantique. Et donc, à 3, en fait, on forme un trio qui permet de couvrir les 3 piliers de la linguistique chez l'humain et de l'adapter à l'animal. D'accord, merci. On va maintenant passer à la seconde partie dans laquelle on va aborder plus précisément le contenu de votre ouvrage « Quand les animaux prennent la parole », dans lequel vous révisez les a priori qui persistent sur le langage animal. On utilise encore pour désigner un humain qui parlerait mécaniquement sans comprendre ce qu'il dit des expressions communes comme singe savant ou parler comme un perroquet. Les 3 animaux projetés au-dessus de nous, Vicky, Coco et Alex, ont montré, eux, qu'ils pouvaient avoir des conversations rudimentaires avec l'humain. Est-ce que vous pourriez revenir sur leur capacité conversationnelle et plus particulièrement sur les initiatives d'Alex ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces animaux-là font partie de programmes de recherche qui n'ont rien à voir avec l'éthologie. Enfin, Alex un peu plus quand même, mais c'est une toute autre approche que la nôtre. L'idée là, c'est de leur enseigner le langage humain. Donc, ces chercheurs et chercheuses essayent de comprendre si ces animaux sont capables d'apprendre le langage humain et donc de comprendre le sens des mots, de construire quelques petites phrases et de répondre à un interlocuteur humain avec des résultats qui sont extrêmement spectaculaires. Coco, par exemple, utilisait la langue des signes et maîtrisait plusieurs centaines de mots de la langue des signes. Il pouvait avoir une conversation complètement libre avec un humain. Par contre, aucun de ces animaux, à la différence d'Alex, en tout cas les primates non humains, eux, ne peuvent pas articuler le langage. Alex, lui, il n'a pas de larynx, il a une syrinx,
mais il est capable d'articuler le langage. Et donc, Alex utilisait, parce qu'il est décédé, des mots, mais pas comme on peut le voir à la télé, des perroquets qui dansent et qui répètent sans comprendre ce qu'ils disent. Alex comprenait très bien, on pouvait lui poser des questions, combien il y a d'objets, combien il y a de verres sur la table, quel est l'objet le plus grand, de quelle couleur est l'objet le plus grand, qu'est-ce que tu veux manger, et il répondait avec des mots en anglais. Donc ça, c'est une approche très différente de l'éthologie, c'est d'essayer d'enseigner le langage humain. Nous, on n'enseigne rien du tout, on essaie de comprendre le langage animal et de voir si justement on peut parler de langage ou si c'est exagéré. Nous venons donc d'aborder la conversation entre humains et animaux, comme vous l'avez bien décrit, mais vous montrez aussi avec précision dans votre ouvrage comment s'élaborent les conversations intraspécifiques. Donc leurs échanges entre individus de la même espèce sont-ils moins cacophoniques qu'il n'y paraît, pour reprendre ce terme péjoratif qu'on donne pour qualifier certains animaux? Et pour répondre à cette question, pourriez-vous revenir sur ce que vous avez observé, notamment chez les moines de Campbell, les chimpanzés, également les singes hurleurs du Mexique, que nous allons d'abord écouter dans un premier temps avant votre réponse, si vous le voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à redemander si vous voulez les faire réécouter et à détailler bien tout ce que vous avez pu en apprendre. Donc c'est moi qui veux parler parce que ça, c'est vraiment ma recherche. Moi, je m'intéresse aux règles conversationnelles, aussi bien chez l'humain que chez le non-humain, en tout cas chez des êtres non-verbaux ou pré-verbaux. Par exemple, avec une collègue du laboratoire, on travaille sur les bébés avant l'acquisition du langage et on arrive à montrer qu'ils ont que le concept de règles conversationnelles, ils l'ont déjà à l'âge de 6 mois. Si vous leur diffusez des petites scénettes de vidéo où quelqu'un coupe la parole, ou alors prend la parole spontanément, ils vont clairement faire la différence et préférer regarder quelqu'un qui respecte les règles, alors que le bébé n'a pas encore pratiqué la conversation verbale. Et chez le primate non humain, on s'est rendu compte qu'il y avait des règles très comparables. Une règle universelle chez nous, c'est le respect du tour de parole. Beaucoup d'espèces animales, singes et non-singes, ont également cette règle. Ils évitent de se couper la parole, ce qui rend la compréhension des messages beaucoup plus fluide. Et ces règles sociales font partie des normes de la vie. Donc le premier échange qu'on a entendu, c'est une femelle qui émet un cri de contact chez la moine de Campbell. Une autre femelle lui répond et la première reprend la parole et émet le troisième cri. On a entendu 3 cris à suivre. C'est très rare que ces individus se coupent la parole. Ceux qui coupent la parole, ce sont généralement les jeunes qui de moins d'1 an ou moins de 2 ans qui coupent la parole 12 fois plus que les adultes. On a trouvé aussi que la vitesse de réponse dépend du statut social de l'animal. Quand on est dominant, on va répondre beaucoup plus vite que quand on est subordonné. On a montré aussi, par exemple chez les macaques, qu'on peut se copier. On peut émettre une réponse qui acoustiquement copie le cri de l'individu auquel on répond et que c'est un marqueur d'affinité qui fait qu'en choisissant de répondre en le copiant, on lui signale que l'on a de l'affection pour lui et on signale au groupe qu'on fait partie du même copinage, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on compare l'humain à l'animal, on compare une espèce à des centaines et des milliers d'espèces. Et les règles que l'on a chez l'humain ne sont pas tout le temps les règles que l'on retrouve chez toutes les espèces animales. Le deuxième individu que vous avez entendu, c'est un chimpanzé.
Le chimpanzé, au contraire des moines de Campbell, ne forme pas des sociétés tolérantes et forme des sociétés despotiques, où la hiérarchie est la règle. Et chez eux, le tour de parole n'est pas une règle importante. Au contraire, le cri qu'on a entendu qui s'appelle un panhoot est le cri qu'émettent les mâles en chorus. Ils vont émettre ce cri ensemble pour témoigner au reste du groupe qu'ils forment une alliance et que si on s'attaque à l'un, on s'attaque à l'autre. Et la dernière espèce que vous avez entendue, c'est le singe hurleur. Lui, il a un système qui est très différent, c'est-à-dire que la plupart du temps dans la journée, vous ne l'entendez pas. Il est grand comme ça. Et puis, à un moment, pendant 20 minutes, une demi-heure, vous entendez tout le monde hurler dans tous les sens. Et nous, on s'est attaché à essayer de comprendre s'il y avait une organisation dans ce brouhaha. Et on s'est rendu compte que c'est très réglementé, qu'ils n'utilisent pas n'importe quel type de cri au début et à la fin, que les mâles crient à tour de rôle, que les femelles crient ensemble. Et ça, c'est logique parce que les mâles ont un osioïde. Nous aussi, on a un osioïde, mais il ne nous sert pas à parler. Il a une forme de fer à cheval chez nous. Chez le singe hurleur, il a une forme un peu de cucurbitacée. C'est très creux et ça sert de résonateur. Et le mâle a la voix qui porte très fort et la femelle n'a pas ce dimorphisme sexuel-là. Et donc, en se superposant, les femelles ont une voix qui porte beaucoup plus loin. Et on a pu démontrer que lors des rencontres intergroupes, lorsqu'il y avait un conflit territorial, la façon dont les individus se coordonnent pour hurler ensemble va augmenter ou non leur chance de gagner le combat avec l'autre groupe. Par exemple, parler en dernier, c'est important. Que les femelles joignent les mâles, c'est important. Commencer avec tel type de cri plutôt que tel autre, ça augmente nos chances de gagner. Donc, ces règles conversationnelles, certaines proches de l'humain, d'autres très différentes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins sociaux que nous, existent aussi chez l'animal. Une recherche qu'on a fait ensemble aussi à ce niveau-là sur les règles conversationnelles et les échanges, c'est une étude où on a comparé les 4 espèces de grands singes, donc orang-outan, gorille, bonobo et chimpanzé. Et ce qui est intéressant chez ces 4 espèces de grands singes, comme dit Alban, en fait, quand on compare l'humain avec les primates, c'est des centaines d'espèces. Et l'avantage de ces grands singes, c'est qu'ils diffèrent de manière systématique en termes de socialité. Les orang-outans sont solitaires. Les gorilles forment des groupes familiaux, un mâle avec plusieurs femelles et les jeunes. Et les bonobos et les chimpanzés forment des groupes multimâles, multifemelles, des communautés socialement plus complexes, avec des bonobos qui ont une société très tolérante, et les chimpanzés qui, comme disait Alban, ont une société beaucoup plus despotique, basée sur la hiérarchie. Et donc, on a pu montrer que le type d'échange variait en fonction du type de socialité. Chez les orang-outans, on n'a rien, évidemment, vu qu'on est majoritairement solitaire. Chez les gorilles et chez les bonobos, donc des systèmes plus tolérants, on a des échanges, et chez les chimpanzés, des systèmes plus despotiques, on a des chorus. Et donc ça met en lumière ce qu'on appelle l'hypothèse de la complexité sociale, où la complexité de communication émerge de par la complexité d'une socialité. En fait, plus on est complexe socialement, plus on a besoin de communiquer de manière complexe. Donc ça, c'est une des hypothèses majeures dans l'émergence du langage. On essaie de savoir quels sont les facteurs évolutifs responsables de l'émergence d'un tel système de communication complexe. Et donc, une des hypothèses, c'est cette hypothèse de la socialité. Et donc ça, on a pu le mettre en lumière, notamment en comparant ces 4 grands singes et leur manière d'échanger et d'interagir de manière communicante. Merci beaucoup. Merci Alban et Maël pour votre réponse. Au-delà des règles sociales qui structurent les échanges, c'est le message lui-même qui semble bien organisé par une grammaire. Maël, vous avez obtenu un post-doctorat en linguistique à l'EDS de Paris. Comment convoquez-vous ces connaissances pointues pour analyser ce que vous appelez la syntaxe animale? Et pouvez-vous nous éclairer sur cette grammaire rudimentaire? Oui.
Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 3 piliers dans la linguistique et dont 2 qui sont importants ici, c'est la sémantique et la syntaxe. Donc, la sémantique, c'est le sens de nos mots, le sens que prennent nos mots. C'est leur sens propre. Donc, si je vous dis une voiture, vous avez tout de suite une représentation mentale de ce dont je vous parle. La syntaxe, ça va être notre capacité à combiner ces unités porteuses de sens, donc ces mots, en structures plus complexes, en phrases. Cette syntaxe, ça a été présenté comme un des marqueurs de notre langage et un des critères qui permet une telle complexité de communication. Ça nous donne ce qu'on appelle un pouvoir génératif infini. En fait, on est capable, en combinant des mots, de créer de nouvelles phrases et du coup du nouveau sens à l'infini. La seule limite qu'on a, c'est notre mémoire. Au bout d'un moment, les phrases sont tellement longues que ça veut plus rien dire et qu'on se rappelle plus ce qu'on a dit au début. Et l'imagination. Et donc, l'idée ici, c'est notre langage produit du sens et il produit du sens à l'infini. Est-ce que les animaux sont capables de ça? Les premiers travaux qui se sont intéressés à la sémantique chez les primates étaient en fait assez, et la syntaxe aussi, était assez éloignée des principes linguistiques. Ce qui fait qu'en fait, ce qui était décrit chez les animaux était finalement assez peu pertinent d'un point de vue linguistique. Et donc, ça flouait un peu le message et c'était assez dommage parce qu'en fait, les résultats sur la complexité de communication chez les animaux ne pouvaient pas être mis en lien avec le langage. C'est pour ça que moi, je me suis intéressé à comment on peut vraiment s'imprégner de ces concepts de linguistique et les appliquer de manière robuste à la communication animale. Et donc voilà, j'ai passé ce temps-là à l'ENS pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle syntaxe, qu'est-ce qu'on appelle linguistique et comment on l'étudie chez les animaux. Par exemple, je vais commencer par la sémantique. La sémantique, les premiers travaux qui ont montré de la sémantique, donc du sens dans les vocalisations des animaux, ça a été des travaux pionniers par Dorothy Cheney et Robert Seyfarth, qui ont montré que les singes vervets ont des cris d'alarme qui désignent des prédateurs. Et donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a un cri qui désigne le prédateur serpent, un cri qui désigne le prédateur aigle et un cri qui désigne le prédateur léopard. Et quand les singes vervets entendent ces cris, en l'absence totale de prédateurs, ils sont capables de comprendre que là, il faut qu'ils grimpent dans les arbres parce qu'il y a un léopard, et là, il faut qu'ils descendent parce qu'il y a un aigle et tout ça. Et une des critiques qui a été faite notamment par les linguistes, ça a été justement de dire, en fait, vous faites des expériences de repasse où vous diffusez ces cris d'alarme aux singes et vous voyez que, oui, quand vous diffusez un cri léopard, il monte dans les arbres, donc vous dites, ça veut dire léopard, il a compris qu'il y a un léopard. Sauf qu'en fait, la critique, c'est peut-être que c'est sémantique, mais est-ce que c'est réellement est-ce que le sens de ce cri veut vraiment dire léopard ou est-ce que ça peut être autre chose? Par exemple, quand j'entends un cri et que je monte dans un arbre, est-ce que j'ai entendu léopard? Est-ce que j'ai entendu enfuis-toi? Est-ce que j'ai entendu je vais m'enfuir? Ou est-ce que j'ai entendu ah là là, j'ai peur? Dans tous les cas, peu importe ce que j'ai compris, je peux avoir la même réaction. Et donc, montrer cette réaction des singes qui, quand ils entendent un cri d'alarme, ils montent dans les arbres, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait un léopard. C'est insuffisant pour démontrer de la sémantique, en tout cas pour dire que cette sémantique, ça veut dire léopard. Et donc, c'est là où les apports de la linguistique sont intéressants, c'est parce qu'on peut aller plus loin et réfléchir en fait vraiment à est-ce que les données qu'on a, est-ce que les expériences qu'on met en place permettent vraiment de démontrer ce qu'on prétend. Un truc un peu plus peut-être concret, c'est lorsqu'on va vers la syntaxe. Moi, une des recherches c'est évidemment mon sujet principal. J'étudie la syntaxe chez les chimpanzés principalement. Et donc, les chimpanzés, ils ont un cri d'alarme, un cri de recrutement. Le cri d'alarme, c'est quand ils vont être un peu surpris, effrayés. Il y a une antilope qui passe par ici, ils l'ont pas entendu arriver. Ils vont pousser ce cri d'alarme.
Le cri de recrutement, c'est quand, par exemple, ils vont vouloir chasser un singe et ils vont demander de l'aide aux autres pour pouvoir se mettre ensemble à chasser ce singe et ça permet d'améliorer le succès de la chasse. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils combinent les deux quand ils voient un serpent. Le serpent, c'est hyper dangereux, c'est mortel, machin. Et donc, ils combinent alarme plus recrutement pour recruter de l'aide dans ces situations spécifiquement dangereuses. Et donc, moi, avant ma formation en linguistique et tout ça, je me suis dit, super, j'observe ça en milieu naturel, je l'observe. Et donc, je vais le vérifier, je fais des expériences de repasse, je diffuse la combinaison. Et quand je diffuse alarme plus recrutement, bingo, mon chimpanzé, il regarde vers le haut-parleur, il se met debout pour essayer de voir le serpent, il approche, il tambourine sur un arbre pour générer des vibrations dans le sol qui vont faire peur au serpent, machin. J'étais là, genre, c'est bingo, il comprend qu'il y a un serpent, donc il comprend que la combinaison, ça veut dire, attention, il y a un serpent, j'ai peur, viens m'aider. Donc, j'ai conclu une première fois en disant, voilà, c'est de la syntaxe où le sens de ma phrase, alerte plus recrutement, est directement lié au sens qui compose des mots qui composent ma phrase. Donc, quand je vous dis voiture rouge, voilà, c'est de la syntaxe qu'on dit compositionnelle. Le sens de la phrase est dérivé directement du sens des mots qui composent cette phrase. Donc là, je me suis dit, bingo, c'est de la syntaxe. Et donc, s'il y a de la syntaxe chez les chimpanzés, ça veut dire que la syntaxe qu'on pensait unique à l'humain, finalement, c'est pas unique à l'humain, mais c'est évolutivement plus ancien, c'est hérité d'un ancêtre commun avec les chimpanzés. Désolé, c'est hyper long, mais j'arrive à ma conclusion. Donc, ma première conclusion, c'était les chimpanzés ont de la syntaxe. Ensuite, j'ai été à l'ENS, à Paris, et on m'a dit, Maël, tu fais n'importe quoi, ils n'ont pas de syntaxe, ça peut s'expliquer autrement. Et j'étais là, genre, OK. Et donc, il m'explique, la syntaxe, tu ne peux pas expliquer avec ton expérience qu'ils ont de la syntaxe. Et donc, ils m'ont sorti mes collaborateurs linguistes m'ont sorti cet exemple. Ils me disent, imaginons, on va boire un coup en terrasse. On est là, on est à table. Et donc, il y a Maël qui me dit, il y a une voiture qui passe. Moi, j'ai pas personnellement envie d'acheter une voiture la semaine prochaine, donc j'en ai un peu rien à fiche. Et donc, je vais pas réagir. Comme quand j'entends un cri d'alarme, les chimpanzés, ils réagissent pas vraiment parce que ça peut être juste une antilope qui passe par là. Donc ça, c'est Maël qui me dit ça. 1 heure plus tard, il y a Mathilde qui me dit, il y a un enfant qui traverse la rue. Moi, perso, j'ai pas d'enfant, donc c'est pareil, je vais pas aller choper l'enfant pour pas qu'il traverse la rue. Donc, comme pour les cris de recrutement, quand les chimpanzés, ils entendent un cri de recrutement seul, ils vont un peu regarder, essayer de comprendre pourquoi on les recrute, mais en absence d'indication, ils vont s'en foutre aussi. Par contre, si 1 heure plus tard, Maël me dit, il y a une voiture qui arrive, et Mathilde me dit, il y a un enfant qui traverse la rue, là, peut-être que j'ai pas d'enfant, mais je suis un peu empathique. Je vais pas vouloir que l'enfant se fasse écraser. Donc, je vais me lever de ma chaise et je vais essayer de sauver l'enfant. Dans ce cas-là, j'ai beaucoup réagi. Je me suis levé, j'ai approché, j'ai fait des trucs. Comme quand le chimpanzé, il entend alarme plus recrutement. Là, il se lève, il fait des trucs, il tambourine sur l'arme, machin. Sauf que ce que j'ai entendu, c'est pas de la syntaxe. Parce que ça a été produit par Maël plus Mathilde. Donc, 2 personnes différentes. La syntaxe, par définition, en termes linguistiques, c'est un individu seul qui va combiner des mots pour faire des phrases. Là, ce qui s'est passé, c'est le receveur, celui qui entend, qui a été capable d'associer des informations et d'en extraire un sens particulier, mais ça n'a rien à voir avec la syntaxe. Et c'est là où l'apport de la linguistique, il est hyper important. Ça nous permet de vraiment réfléchir à ce qu'on fait et designer des expériences qui permettent vraiment, de manière robuste, de démontrer des capacités linguistiques chez les animaux. Et donc là, grâce à ce passage à Paris et tout ça, on a revu comment on faisait les expériences et donc on a mené des expériences adaptées où on diffusait la combinaison alarme plus recrutement aux chimpanzés, soit avec un seul haut-parleur, il y a un seul individu, c'était de la syntaxe. Dans ce cas-là, le chimpanzé, il doit réagir et tout ça. Ou avec 2 haut-parleurs, il y a 2 individus, c'est pas vraiment de la syntaxe. Et là, le chimpanzé, il doit se poser un peu plus de questions, essayer de comprendre est-ce que les 2 événements sont liés ou pas. Et donc, quand il y a un seul haut-parleur, le chimpanzé va réagir super vite parce qu'il a tout de suite compris, c'est un individu, il fait de la syntaxe, il dit qu'il y a un serpent et qu'on a besoin d'aide. Mais dans le cas des 2 haut-parleurs, on va mettre un peu plus de temps à réagir parce qu'il faudra qu'on comprenne la situation, etc. Et c'est exactement ce qu'on trouve chez les chimpanzés.
D'où l'apport de la linguistique. Premier, je m'arrête. Et peut-être aussi pour illustrer ce que vous venez de dire, on peut passer vite fait les sons de la bande de Campbell, justement, pour illustrer vos propos. Est-ce que vous pouvez les repasser plus lentement et je vais vous expliquer ce que vous entendez normalement. Ça, c'est crack. Les 4. Ça, c'est hoc. Krakou. Hoku. On a analysé acoustiquement chacune de ces parties. On s'est rendu compte que la différence entre un crack et un krakou et la différence entre un hoc et un hoku, c'est simplement l'ajout de ce petit suffixe ou. On a pu démontrer que ça fonctionne comme la suffixation dans la syntaxe humaine, parce que crack, ça veut dire léopard, krakou, ça veut dire comme un léopard, tout danger qui vient du sol, mais qui n'est pas forcément un léopard. Hoc, ça veut dire aigle, hoku, ça veut dire tout comme un aigle, tout danger qui vient du ciel, mais qui n'est pas un aigle. Pour démontrer que krakou égale crack plus ou, que c'est bien un processus syntaxique, on a repassé par haut-parleur des krakou dont on a supprimé le suffixe, des cracks auxquels on a ajouté un suffixe, et on a pu démontrer que c'est pas le contexte dans lequel on a enregistré le préfixe, mais bien le fait d'avoir ajouté ou non en laboratoire un suffixe qui modifie le sens et qui fait que les animaux réagissent au sens lié à cette combinaison. Nous entrons donc maintenant dans le dernier temps de notre discussion où nous allons aborder le lien entre l'éthologie et l'environnement, donc qui pourra mettre en perspective tout ce qu'on a dit jusqu'ici et peut-être un petit peu plus rapidement. Dans vos travaux, on voit que le langage animal, il est étroitement lié à l'environnement, à travers donc tout ce qu'on a pu dire jusqu'ici, les cris d'alerte, la coordination de groupe, la reconnaissance des individus, ou encore les diverses organisations sociales, comme vous avez pu en parler sur les grands singes. On comprend donc bien que l'évolution, elle a permis l'apparition du langage. Mais peut-on dire qu'une fois apparu, le langage, il a lui-même modifié la manière dont une espèce s'adapterait à son environnement ? Moi, je pense que oui. Je pense que une des raisons pour lesquelles l'humain est si... Enfin, est-ce qu'on a vraiment Enfin, comment mesurer le succès ? L'humain a colonisé toute la planète, s'est développé partout et domine, était un top prédateur partout, domine absolument tous les environnements dans lesquels il se trouve, grâce à plein de trucs, grâce à la culture, grâce à la technologie qu'il a pu mettre en place, etc. Et tout ça, c'est grâce au langage. Tout ça, c'est imbriqué dans le langage. On ne peut pas avoir une technologie, une culture qui va se construire sur des générations et des générations sans langage. En tout cas, le langage facilite énormément ces choses-là. Et donc, évidemment, ça fait partie du succès de notre espèce. Après, Alban vous dira, est-ce que le succès se mesure comme ça parce qu'on est aussi la seule espèce à absolument détruire notre planète? Donc, est-ce que c'est un succès? Je ne sais pas, mais je pense que, en tout cas, le langage apporte un avantage évolutif qui va lui-même, du coup, changer la trajectoire évolutive d'une espèce, je pense. Mais par exemple, si on prend juste le fait de pouvoir combiner des choses, les primates non humains sont de très mauvais imitateurs. Et donc, ils ne peuvent pas créer des nouveaux types de cris, comme on pourrait dire des nouveaux mots, en raison de du déterminisme génétique de leur répertoire vocal. Mais par contre, le fait de pouvoir combiner leur a permis au cours de l'évolution d'augmenter la diversité des messages et de survivre de manière plus efficace dans leur environnement.
Donc on voit l'avantage de certaines propriétés du langage sur le plan adaptatif. Justement, pensez-vous que si le grand public comprenait réellement que les animaux communiquent, qu'ils ont des cultures, des relations sociales complexes, cela changerait notre manière de les traiter? Je pense en disant cela à nos méthodes d'élevage, notre manière de nous alimenter, notre pratique de la chasse, mais également les mesures mises en place pour la protection des espaces naturels. Selon vous, est-ce que la science peut provoquer une prise de conscience morale? Je pense que l'exercice qu'on a fait dans ce livre, il est à la fois bien et très mauvais, en fait, sur le plan de la transmission du message qu'on veut délivrer. Il est bien parce que on a, je pense, des preuves solides que l'humain n'est pas le seul à faire ceci, n'est pas le seul à faire cela. Il n'est pas le seul à apprendre socialement, il n'est pas le seul à imiter vocalement, il n'est pas le seul à converser, il n'est pas le seul à encoder des messages sémantiques, il n'est pas le seul à faire de la syntaxe, il n'est pas le seul à le faire avec l'intention de délivrer des informations à certains individus plutôt qu'à d'autres. C'est les différents chapitres de cet ouvrage, ils sont là pour montrer que l'humain n'est pas le seul à faire cela. Mais là où cet exercice n'est pas le seul message qu'on voudrait délivrer, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de choses aussi que les animaux font, que l'humain ne fait pas, et il y a plein de choses que l'humain fait que les animaux ne font pas, non pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité, peut-être qu'ils n'en ont pas la capacité, mais aussi peut-être tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc le travail de l'éthologie, c'est pas de chercher l'humanité dans l'animal, c'est de comprendre l'animal en tant que tel, quels sont ses besoins, quelle est sa perception du monde, et en quoi la communication, entre autres, mais la cognition, s'est adaptée pour lui permettre de répondre à ses besoins. Le livre, il répond pas à ce côté-là de l'histoire, enfin, il aborde pas ce côté-là de l'histoire. Mais on a très bien conscience que, de par notre vision auto-centrée des choses, si on ne met pas un peu d'humain dans l'animal, l'humain ne regardera pas l'animal de la même manière. Et il y a beaucoup d'évolutions dans le droit animal aujourd'hui qui sont liées à des découvertes éthologiques, par exemple le statut de l'utilisation d'outils par les chimpanzés a permis de changer le statut de l'animal à l'ONU. Donc, c'est malheureux qu'on ait besoin de prouver que l'animal est intéressant parce qu'il est un peu comme nous. Il est aussi intéressant tout simplement pour ce qu'il est. Merci. On s'est demandé aussi, après des années passées à étudier le comportement des animaux, si votre regard sur eux avait changé et si vous aviez pu apprendre des choses sur vous-même aussi. Développez-vous pour eux un attachement croissant, comme Simona Cossack, qu'on peut voir juste au-dessus de nous? Et pensez-vous, comme Francis Allais, que pour mieux comprendre, il faut être enthousiaste et aimer ces sujets d'études? Je pense qu'on ferait pas ce métier-là si on n'était pas enthousiaste et qu'on n'aimait pas nos sujets d'études. En général, quand on n'aime pas nos sujets d'études, genre une espèce, on travaille pas avec, on passe vite à autre chose. Donc oui, je pense qu'on est tous. J'aime pas dire que c'est un métier passion parce que après on dit que si c'est ta passion, tu dois travailler n'importe comment et bosser d'arrache-pied, ce que je n'aime pas faire. Ouais. On a bien compris. Donc j'aime bien ce que je fais. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est le terme d'aimer, en fait. Je pense qu'il faudrait le remplacer par respecter. Moi, j'aime pas les chimpanzés. C'est des meurtriers, ils sont agressifs, mais ils sont fascinants. Ils sont fascinants. Et je préfère le terme respecter que le terme aimer, en fait. Mais le risque de cet attachement dont vous parlez, c'est que quand on fait de l'éthologie, on doit, et c'est le contraire de ce qu'on a fait dans ce bouquin, éviter toute forme d'anthropomorphisme. Il faut comprendre l'animal pour ce qu'il est et pas lui prêter des intentions humaines. Donc, dès que nous, quand on observe des animaux, on n'a aucun lien avec eux. On doit disparaître dans leur paysage. Sinon, on biaise leur comportement.
Donc, avant de lancer ce genre d'études, on passe des mois, voire des années, simplement à habituer les animaux à notre présence et à faire en sorte qu'on disparaisse, qu'ils ne nous voient plus, qu'ils nous ignorent. Ils n'ont plus peur de nous, mais ils ne s'intéressent pas à nous. Et à partir du moment où on n'existe plus pour eux, on est dans un coin, on les regarde et on peut quantifier l'émission objective de leur comportement. Donc, c'est cet attachement, évidemment, qu'on a, surtout avec les singes. On travaille avec des singes. Les singes, ils vivent 20, 30, 40 ans. Donc, bon, ça ne fait pas 20 ans que tu travailles. D'ailleurs, on a bien compris qu'il faudra beaucoup plus de 20 ans pour que tu travailles. Mais on les voit grandir. Les singes, on les a connus tout petits. Et puis, voilà, ceux que moi j'ai décrits pendant ma thèse, ils viennent de décéder. Je les ai connus toute leur vie. Mais on n'a pas de lien de relationnel avec eux, au contraire de la polonaise, la chercheuse polonaise, ou difficile. Merci. Pour terminer, on a sélectionné 2 citations. On voulait vous demander de réagir dessus. La première, elle est de Ludwig Wittgenstein. Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. Et la deuxième, d'Elisabeth de Fontenay. Pour être humain, il faut aimer les hommes et les animaux. Et du coup, si vous pouvez choisir votre préféré, chacun. Alors moi, je vais juste réagir à la seconde. Pour être humain, il faut aimer les hommes et les animaux. Je l'aime pas parce qu'il faut aimer les hommes. C'est que la moitié de l'humanité. Donc finalement, je trouve que pour être humain, il faudrait aimer d'abord les humains et les animaux plus que les hommes. Mais sinon, là, j'aime bien la première. Mais je suis pas sûr d'être d'accord non plus, cela dit, parce que je pense pas que les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. Je pense que les animaux, par exemple, peuvent ne pas communiquer à propos de choses qui font partie de leur monde quand même. Donc je pense que c'est... Oui, je suis pas sûr d'être d'accord. En fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que le sens qu'on met dans notre langage, il est lié à la pratique sociale de ce langage, en fait. Et donc, d'une culture à l'autre, les mots vont pas avoir exactement le même sens, la même importance pour chacun d'entre nous. Et moi, ça me parle en tant qu'éthologiste parce que ça résonne avec un concept que l'on appelle le concept d'Umwelt, qui a été développé par un Allemand, Jakob von Uexküll, qui lui explique que chaque animal vit dans son propre monde, tel qu'il perçoit l'environnement. La petite fourmi qui est peut-être cachée là quelque part, elle perçoit pas du tout la salle de la même manière que nous. Et c'est important d'avoir compris ça quand on fait de l'éthologie pour éviter toute forme d'anthropomorphisme. Et on peut décliner cette citation à l'échelle comparative. C'est que le langage humain n'a pas d'intérêt pour l'animal, en fait. Son monde à lui va lui imposer son langage à lui. On peut faire des parallèles. On aurait pu faire un ouvrage qui montre toutes les différences et pas tous les parallèles. Ça aurait marché aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. On va maintenant passer au temps des questions de la salle. Donc il y aura plusieurs micros qui vont circuler. Vraiment, sentez-vous libre, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, vous avez parlé un peu de anthropomorphisme à la mode de coopétisation qui Ah oui, d'accord, ouais. Excusez-moi. Oui, merci pour cette conférence. J'ai une question qui va peut-être, qui revient plutôt sur l'éthologie, les fondamentaux de l'éthologie.
Et c'est une question qui est pas souvent abordée. Alors, je comprends pas forcément que ce soit dans votre domaine de recherche, mais Konrad Lorenz a beaucoup étudié, notamment les canards, les oies, et la ritualisation. Alors, c'est pas tout à fait du langage, c'est peut-être plus de la communication que du langage. Et il explique dans ses livres qu'en fait, il y a une composante génétique. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recherches sur le langage ou la communication, le support génétique du langage et la communication? En gros, hein, on sait que les yeux bleus, ça nécessite peut-être une certaine protéine pour coder les yeux bleus. Est-ce qu'on a l'équivalent au niveau du comportement? Est-ce que, par exemple, la danse en 8 des abeilles, donc identifiée par von Frisch, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens, avec les progrès de la science, qui commencent à avoir des bases sur le support génétique des comportements? Alors, il y a des travaux qui essaient de faire le parallèle entre structure acoustique et déterminisme génétique, en faisant par exemple des expériences de privation maternelle. On prive un animal d'un modèle social et on va montrer que son répertoire vocal est préservé alors qu'il n'a eu aucune occasion de l'apprendre. Donc c'est pas on ne sait pas quel gène code pourquoi, mais ça ne peut être expliqué que par du déterminisme génétique. On peut faire aussi du croisement d'espèces. Et on se rend compte que la structure acoustique qui en résulte peut être un mélange des deux espèces parents, et donc ce qui va s'expliquer par un déterminisme polygénique. Et actuellement, il y a quelques recherches, mais c'est pas très développé, en tout cas de ce que je connais, qui essaient de caractériser à la fois les variations génétiques entre populations et les variations acoustiques entre populations. Actuellement, j'ai notamment un doctorant qui travaille sur cette question-là au Brésil. Et on a aussi des travaux à plus grande échelle qui montrent, par exemple, que certaines mutations ont probablement joué un rôle au cours de l'évolution. Par exemple, dans le langage humain, on sait que la mutation du gène FOXP2 entraîne des troubles dans la compréhension de certaines règles grammaticales. Ça a été démontré chez l'humain dans des familles où on a montré que toutes les personnes atteintes de cette mutation-là avaient des troubles du langage. Et cette mutation-là, on la retrouve chez le chimpanzé, par exemple. Alors, on a quelques travaux qui émergent, mais pas, à ma connaissance, pas tant que ça, sur le séquençage et le codage à proprement parler génétique. Ouais. Rebonjour. Merci pour votre intervention. Et moi, j'avais une question. Justement, vous avez parlé un peu d'anthropomorphisme à la fin. Mais en fait, pour comprendre toute la communication animale, vous êtes quand même parti de la linguistique humaine. Et je voulais savoir si, dans vos observations, vous n'avez pas pu voir des choses qui ne peuvent pas être observées par la linguistique humaine et qui sont vraiment propres à la communication animale. Oui, moi je vais donner un exemple rapide sur la syntaxe par exemple. Donc en fait, utiliser les concepts de la linguistique humaine où ça a mené une collègue à décrire des systèmes syntaxiques qui n'existaient pas dans le langage humain, notamment chez une espèce de singe brésilien, le titi, qui forme des phrases dont le sens n'est pas encodé par les mots qu'il y a au sein de cette phrase ou même des espèces d'expressions idiomatiques. Il pleut des cordes, par exemple, où le sens n'a rien à voir avec les mots, mais on comprend quand même. Ici, elle a démontré des structures syntaxiques où le sens était extrait à la proportionnelle. Plus j'avais de cris A, plus ça veut dire qu'il y a un prédateur terrestre, et plus il y a de cris B dans la séquence, plus c'est un prédateur qui serait aérien. Et en fonction du nombre de A et du nombre de B, je sais si c'est un prédateur terrestre mais qui est dans les arbres ou un prédateur aérien mais qui est au sol, etc. Donc là, on a un encodage probabilistique syntaxique. Bonjour. Alors, moi, j'ai vu un film, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Arrival dans sa VO, et qui s'appelle Premier Contact en français.
avec des aliens qui viennent sur la planète et qui parlent une autre langue. Oui. Et voilà. Et ce film m'avait pas mal intéressé sur notamment le fait que les aliens apprennent aux êtres humains ce qui est censé être un meilleur langage, un espèce de langage qui change leur manière de penser le temps, etc. Donc peut-être tout ça n'est pas réaliste, mais est-ce que, par contre, il est réaliste de parler de bons langages? Est-ce qu'il y a des langages qui sont meilleurs que d'autres au sein d'une espèce ou même parmi un tas d'espèces, genre parmi tous les primates ou parmi tous les insectes? Ou est-ce que si on peut pas identifier de bons langages, on peut identifier des mauvais langages? Moi, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais langages. Et j'ai envie de me lancer du coup dans un monologue de 5 minutes. Je ne pense pas qu'il y ait de bons mais non, je pense que en fait, du coup, ça revient un peu à la citation en haut. Il y a, par exemple, dans les langages humains, donc il y a quand même des centaines et des centaines de langages humains. Il y a tous nos langages parlés, évidemment, qu'on connaît mieux parce que c'est la forme dominante de notre langage dans nos cultures et sociétés actuelles. Il y a aussi des centaines de langues des signes, par exemple. Et on sait, par exemple, que certaines populations vont avoir certaines cultures vont avoir un nombre de mots bien différents parce que vivent dans des mondes différents. Donc, par exemple, des populations qui vivent près de la mer, des cultures qui vivent près de la mer vont avoir 20 mots pour désigner la couleur bleue et toutes ses nuances. Et des populations qui vivent plutôt en continental vont avoir un mot, voire même pas de mot du tout pour le bleu. Donc, en fait, il y a plein de variations du langage. Et je pense pas que on puisse dire du coup qu'il y a un bon ou un mauvais. Il y a juste des langages qui sont adaptés, que ce soit à l'échelle humaine ou à l'échelle des espèces en général. Et si un langage est là, il est juste adapté. Ceci étant dit, un bon langage humain, une des théories sur l'émergence du langage et de la syntaxe notamment, c'est une théorie économique en fait, où la combinaison de mots permet de faciliter le travail computationnel au niveau neurologique. Et donc, ça permet d'éviter, au niveau mémoire et neurologique, c'est beaucoup plus facile en fait de combiner des mots ensemble pour faire des phrases plutôt que d'inventer sans cesse des nouveaux mots. Et ça permet de passer une barrière et d'aller au-delà sur notre capacité descriptive du monde qui nous entoure. Et donc, si on veut quand même répondre à ta question, je pense qu'un bon langage, c'est un langage qui serait économique. En fait, il y a plein de manières d'être économique et peut-être que des fois, l'économie n'est pas souhaitable parce qu'il faut être précis, etc. Mais voilà. Et puis, l'évolution, elle est complexe, elle est multifactorielle, elle est influencée par plein de dimensions. Par exemple, développer des cris d'alarme qui avertissent de la présence d'un prédateur, ça paraît une bonne idée sur le plan évolutif, mais ça vous met en danger parce qu'en criant au léopard, vous prévenez aussi le léopard de votre présence à cet endroit-là. Donc, c'est toujours une histoire de compromis. Il y a des avantages et des inconvénients à l'émergence de certains comportements. Il y a aussi, dans le cas, si on sort du langage, il y a des mauvais comportements liés à certains contextes. Par exemple, des animaux qui sont en mal-être vont développer des stéréotypies, qui sont des comportements complètement aberrants, qui ne leur servent à rien et qui peuvent même les mettre en danger. Donc, c'est une question super intéressante, mais qui est compliquée à répondre de façon simple. Bonjour, je suis juste là, You. ici, de l'un côté. Ah oui. Pardon. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question par rapport à un ouvrage qui a été évoqué dans votre livre, qui est le Dictionnaire des bonobos de Mélissa Berthet. Je voulais savoir si un humain apprenait ce dictionnaire, et c'est un peu de l'imagination, et observait beaucoup. Est-ce qu'il serait capable de tenir une conversation, mais pas du coup à partir de son langage, mais de celui des bonobos, avec un bonobo? Donc Mélissa Berthet, c'est justement la troisième personne qui va compléter notre trio très bientôt. Et donc effectivement, elle a décrit la communication vocale chez les bonobos, leur différentes vocalisations, leur sens, donc ce dictionnaire, et la manière dont ils combinent ces vocalisations avec certaines structures syntaxiques, machin.
Et donc, pour répondre à la question, en fait, 2 choses. La première, c'est pour communiquer avec un bonobo, même en utilisant ces vocalisations, il faudrait 1 que le bonobo ait envie de le faire, et que 2 il prête attention à ce qu'on prononce parce que le bonobo, même si on imite ses vocalisations, il sera très capable de comprendre que c'est un humain qui produit ces sons un peu chelous et pas un bonobo. Est-ce que c'est souhaitable aussi de communiquer avec les animaux? Je ne sais pas, c'est une question éthique, qui, je pense, nécessite débat. Par contre, il y a un truc qui est déjà fait aujourd'hui, c'est qu'on peut communiquer avec un bonobo, qui s'appelait Kanzi, qui est décédé aussi l'année dernière, qui faisait partie de ces animaux, qui ont fait partie de ces programmes de recherche dans les années 70, qu'on élevait pour leur apprendre le langage humain et tout ça. Et lui, Kanzi, il utilisait un système de lexigramme, système de symboles. Et donc, il avait plein de symboles, plus de 400 symboles pour communiquer. Et donc, on pouvait très bien communiquer avec Kanzi et ses symboles. Et on avait des conversations. Et moi, j'ai bossé avec lui et il me demandait il utilisait les symboles de chasser et eau pour que je prenne le tuyau d'eau et que je l'arrose quand il s'emmerdait. Et voilà. Et donc, on peut communiquer avec les bonobos en utilisant le langage, finalement. Je pense que si on va dans la forêt en République démocratique du Congo et qu'on commence à pousser des cris bonobo, je suis pas sûr que ça marche et que ce soit souhaitable. Moi, je répondrais juste ça, c'est que à quoi ça servirait en fait? Ça va juste les mettre en danger un peu plus si on les habitue à nous et au fait qu'on puisse être un partenaire possible. Ça casse un peu. J'ai 2 questions. La première, c'est pour revenir sur, Levez la main. Ah oui, pardon. ouais, j'ai 2 questions. La première, c'est pour revenir sur, bon langage, mauvais langage. Est-ce qu'il existe un argot chez les animaux? Je me suis posé la question. Et la deuxième, c'est la réaction, de Alban. Oui, c'est peut-être pas bon que les êtres humains commencent à vouloir, communiquer avec les animaux parce que ce sont des prédateurs. Mais si, dans leur tête, ils se disaient: «Je ne suis plus prédateur», peut-être que ça serait bon. Est-ce qu'il y a débat? Oui, mais ça veut dire que évidemment qu'on peut être bien intentionné et le faire avec les meilleures intentions du monde. Mais ça veut dire quand même qu'on accepte l'idée que, on change leur monde. On parlait tout à l'heure de monde propre. À partir du moment où on devient un élément possible, un instrument possible pour les aider et les protéger d'une meilleure façon, on biaise quand même ce monde, naturel. Donc, c'est un problème, éthique, majeur, en tout cas. Sur l'argot, il y a toujours des individus qui font pas comme les autres, ça c'est sûr. Il y a des variations culturelles, des innovations qui émergent. Au début, vous avez entendu, d'un chant de baleine, typiquement, si on prend les baleines à bosse, par exemple, la baleine à bosse qui vit à l'ouest de l'Australie va développer son propre dialecte qui sera différent de la baleine qui elle, vit à l'est de l'Australie. Mais par contre, si ces 2 baleines se croisent au cours des routes migratoires, elles vont se voler des dialectes et des éléments dialectaux en tout cas, et ça va modifier le dialecte de la population d'une année sur l'autre. Donc l'argot, c'est ça, c'est des variations Dialectal. dialectales. Et oui, ça a été démontré chez l'animal. On a aussi chez les étourneaux qu'on connaît bien à Rennes, des variations aussi dialectales, micro et macro-géographiques. Donc les étourneaux de France ne chanteront pas de la même manière que les étourneaux d'Allemagne. Mais on a aussi les étourneaux de Rennes qui ne chanteront pas de la même manière que les étourneaux de Saint-Jacques. Et ça va leur permettre lorsqu'ils se réunissent dans les gros dortoirs le soir, de se mettre les uns à côté des autres en fonction de leur origine géographique. Donc il y a aussi des dialectes à ce niveau-là. Et mais du coup, micro-géographiques.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va maintenant pouvoir poser une dernière question. La pression. Oh là là! Bonsoir, merci beaucoup déjà pour votre présence et je me demandais juste par curiosité par rapport, aux conversations que vous avez avec les animaux, par exemple, avec le bonobo dont vous parliez, sur quoi elles portent les conversations? Est-ce que c'est vraiment une conversation à l'image d'une conversation qu'on peut avoir, je sais que du coup il vaut mieux essayer de pas tout, voir, d'un point de vue anthropocentré, mais est-ce que ça peut se rapporter à une conversation que je peux avoir avec, un être humain? Est-ce que par exemple qu'est-ce que vous lui demandez? Est-ce que lui, il vous demande des choses? Est-ce que je sais pas si vous demandez à l'animal s'il aime quelque chose ou qu'est-ce qu'il pense de cette chose? Est-ce qu'il va vous répondre? Ouais, alors il y a donc cet individu en particulier, Kanzi, il est hyper intéressant parce qu'il était justement enculturé chez l'humain. Et donc, il y a eu plein de recherches avec lui, avec notamment une des dernières recherches en date qui est parue cette année, donc posthume du coup, où on a pu mettre en lumière, enfin des collègues à nous ont mis en lumière sa capacité à imaginer en fait et à jouer en imaginant des choses. Donc là, en l'occurrence, on jouait avec lui, on lui présentait des tasses vides et on faisait semblant de verser du liquide dedans et on lui demandait de récupérer la tasse pleine alors qu'elles étaient toutes les deux vides et il était capable de jouer comme ça de manière imaginaire. Donc c'est ce genre d'expérience qu'on pouvait faire avec lui. On pouvait aussi, mais qu'on peut faire avec d'autres animaux en fait. C'est juste très facile parce qu'on a un moyen de communiquer, de lui demander des choses et on sait qu'il nous comprendra. Mais même sans les singes qui sont, les animaux qui ont été élevés comme des enfants dans les familles, même à l'état naturel, on arrive avec les outils les signaux de communication à poser des questions d'ordre cognitif. Est-ce que si je diffuse ces signaux dans cet ordre-là, ça ça suggère que quelqu'un soutient un autre ou pas? Et on arrive à montrer qu'ils ont de l'empathie, simplement en écoutant les signaux dans le bon ordre. On arrive aussi à montrer qu'ils peuvent tromper. Par exemple, je suis un capucin, je découvre 5-6 bananes, je vais mettre un cri qu'il y a de la nourriture et tout le monde débarque. Par contre, je découvre qu'une demi-banane, je vais crier au léopard et je vais manger ma banane. Donc on arrive à poser des questions cognitives en étudiant la communication, même spontanée. Merci. Oui. Allez-y. Non, c'est bon. La rencontre touche à sa fin. Donc, on tenait à vous remercier pour vos questions, mais également remercier Alban et Maëlle pour leurs réponses qui ont été très enrichissantes. Et aussi, il y a possibilité de faire dédicacer vos livres également si vous le souhaitez. Et également, on tenait à remercier toute l'équipe du Diapason pour l'accueil, notamment la régie. Et aussi nos camarades en coulisses, toute la classe, et également Jeanne et Anna qui ont réussi à mettre les sons sur le diaporama. Et merci également à Madame Nel pour l'encadrement.